Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Julien Moratti, responsable prévention à la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Je suis heureux de vous accueillir pour cette conférence dédiée aux assistantes maternelles. Nous vous remercions pour votre intérêt et pour votre présence malgré vos emplois du temps qu'on peut imaginer fort chargés. Vous êtes 500 inscrits et actuellement pile 300 participants connectés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Elle fédère 200 vraies mutuelles et établissements médico-sociaux, 300 établissements sanitaires et médico-sociaux, dont une vingtaine de services à la petite enfance. Tout comme les vraies mutuelles, tous ces établissements sont à but non lucratif et sont donc ouverts à tous. Nous sommes aussi un acteur de prévention et nous intervenons sur de nombreuses thématiques pour aider la population à prendre soin de sa santé. En matière de santé environnementale, nous proposons des ateliers depuis une dizaine d'années. Ils ont le soutien de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, que je remercie particulièrement. Nous allons passer environ 1 heure ensemble pour parler de santé environnementale en période de Covid-19. Mais soyez rassurés, cela ne coupera pas aussitôt l'heure atteinte. Nous aurons quelques minutes de marge. Le but de ce temps, c'est de vous guider sur les mesures d'aération, de nettoyage et de désinfection qui permettent de réduire le risque de contamination au Covid, sans augmenter pour autant l'exposition à des sources de polluants néfastes pour votre santé et celle des enfants que vous accueillez. Nos éléments viennent en complément des consignes ministérielles et de celles qui auraient été transmises par vos services départementaux de PMI et qui constituent évidemment votre base. Cette intervention se fera en 3 temps. D'abord, l'intervention d'Anne Lafourcade, ingénieure conseil en santé environnementale avec laquelle nous avons l'habitude de collaborer et que je remercie. Ensuite, je lui poserai les questions que certains d'entre vous nous ont transmises au préalable. Enfin, nous répondrons aux questions que vous vous posez et que vous nous aurez posées dans l'onglet Q&R. Donc, vous avez en bas là, Q&R. C'est là-dedans que vous pouvez poser vos questions en direct. En coulisses, 2 collègues en prendront connaissance et pourront aussi vous répondre brièvement. Vous verrez les réponses en cliquant sur « Montrer tout ». Dans l'onglet Q&R, vous avez « Montrer tout » et c'est là où vous verrez s'il y a des réponses à ces questions-là qui seront traitées par Anne. Voilà. Pour leur simplifier la tâche, surtout, je vous demanderai de ne pas mettre ni bonjour, ni remerciement. Vraiment aller directement au sens de votre question et au fond de ce que vous voulez savoir, de manière la plus directe possible. S'agissant des documents références, vous les recevrez par mail à la suite de la conférence. Et maintenant, place à notre experte, Anne Lafourcade. Je vous retrouve en deuxième partie pour les questions. Anne, c'est à toi. Bonjour à tous, je vais partager mon diaporama avec vous avant de commencer. Juste un petit instant, une manip. Voilà, c'est parti. Donc, ravie de vous voir aussi nombreux et nombreuses connectés. Donc, on va commencer cette petite demi-heure où je vais vous redonner les bases de ce qu'on sait aujourd'hui sur la thématique. Alors, juste un élément de contexte. Donc, comme le disait Julien, nous, on intervient dans le cadre d'une stratégie qui s'appelle Stratégie Santé Environnement Petite Enfance, qui est portée par l'Alliance régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Dont le but, c'est de vraiment essayer de limiter l'exposition des enfants et des femmes enceintes aux polluants qui sont présents dans l'intérieur des domiciles, notamment dans cette période particulièrement vulnérable, qui est la petite enfance, où on sait que certaines de ces expositions pourraient avoir un impact sur leur santé immédiate, mais aussi sur leur avenir. Donc, moi, j'interviens, je suis ingénieure chimiste à la base et j'ai créé une agence qui s'appelle Alix, dont vraiment l'objectif est de limiter justement ces pollutions. Donc, en travaillant sur l'air intérieur, en travaillant sur des pratiques professionnelles. Je travaille essentiellement dans les crèches et puis aussi dans les achats, la façon des produits. Donc, il va être question de produits aujourd'hui pas mal. Alors, récemment, nos métiers ont tous été bouleversés, notamment évidemment le vôtre et celui des crèches. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a élaboré des fiches spécifiques pour essayer de limiter l'exposition des enfants, comme je le disais, aux produits chimiques,
bien qu'on vous demande par ailleurs de désinfecter de façon plus intense vos domiciles depuis peu. Donc, c'est un document qui vous sera remis, comme le disait Julien, après la conférence. C'est un document qui a été écrit quand même beaucoup plus pour les structures collectives, les crèches. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de l'adapter à vos métiers d'assistant ou d'assistante maternelle, et en restant toujours basé sur les références documentaires ministérielles, hein, à savoir le guide ministériel qui vous sera remis aussi, dont vous avez dû prendre connaissance. La dernière version datant du 6 mai au moment du déconfinement. Alors, pour commencer, on va reparler de ce virus, on n'arrête pas, hein. On est bien obligé d'y passer. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Comment on peut résumer les choses de façon très simple? Donc, la première chose, c'est que c'est déjà un virus qui se transmet essentiellement par les gouttelettes qu'on émet quand on parle, quand on éternue. Donc, il y a deux types de gouttelettes. Il y a des gouttelettes qui sont tellement petites qu'elles restent en suspension dans l'air. Et donc là, le risque, c'est d'inhaler les gouttelettes que quelqu'un en face de vous a émises. Et le second risque, ça va être les gouttelettes qui sont un peu grosses, donc elles vont tomber et elles vont tomber sur des objets. On va toucher les objets, on va ramener les objets à sa bouche ou à son nez, et là, on peut se recontaminer. Donc vraiment, la notion de surface touchée est très importante. Parmi les choses plutôt réjouissantes qu'on a appris récemment, c'est qu'on se rend compte qu'aussi que les enfants sont peu transmetteurs de ce virus, ce qu'on ne pensait pas au début, on pensait plutôt le contraire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre chose qui est très importante à avoir en mémoire, alors souvent dans le milieu de la petite enfance, on est assez inquiet du risque bactérien ou du risque d'intoxication alimentaire avec les bactéries. Les bactéries, elles ont une capacité à vivre sur les surfaces ou sur les aliments et à proliférer. Alors un virus, c'est pas comme ça. Un virus, il ne va survivre que dans son hôte. Alors en l'occurrence, l'hôte, c'est nous, les êtres humains, et donc il ne survit pas sur les surfaces. Il va avoir une survie limitée. Donc, vous avez dû voir des diaporamas qui disaient qu'il survivait tant de jours sur tel type sur le plastique, d'autres. Donc, c'est vrai que là, on n'a pas encore des données très, très sûres. Tout ce qu'on sait, c'est que cette survie, elle est quand même limitée. Et même s'il reste un tout petit peu de virus sur une surface, ça ne veut pas dire qu'il en reste assez pour vous contaminer. Donc il ne faut pas trop stresser. Il faut évidemment bien nettoyer, on va le voir, bien désinfecter quand même pour être sûr, mais il faut bien avoir cette idée que seule sa survie n'est possible au bout de plusieurs jours ou heures que dans son hôte, c'est-à-dire l'être humain. Autre nouvelle qui est plutôt une bonne nouvelle sur la forme de ce virus, c'est un virus qui est dit enveloppé. Ça veut dire qu'il a une petite membrane grasse autour de lui qui va faire que cette membrane, elle va plutôt le fragiliser parce qu'il va être sensible au détergent, au savon. Par exemple, le savon, il va dissoudre ce gras et du coup, il va désactiver le virus. On va y revenir. Donc ça, c'était les grandes lignes de ce qu'on pouvait dire sur ce virus. Et puis quand on dit ça, on revient très vite aux grandes recommandations. Alors, vous les avez entendues 1 milliard de fois à la télévision depuis 3 mois, mais quand même, on va se redire ça très simplement avec une règle qui a été mise en place par une association qui s'appelle l'ACEF et que je trouve bien formulée. Donc, c'est la règle mètre, main, masque, 3M. Donc, mètre, c'est le mètre de distance, au moins 1 mètre de distance pour éviter toujours que les gouttelettes se baladent d'une personne à l'autre. La règle des mains, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que les gouttelettes tombent sur des supports, on touche et après on ramène à la main. Donc, la façon de casser ça, c'est de bien se laver les mains pour éviter de faire passer une charge virale d'un objet à un autre. Et évidemment, le masque qui va quand même stopper. Alors, pas tous de la même façon, mais pour la plupart, ils vont quand même stopper la plupart des gouttelettes. En tout cas, si on est 2 à le porter, là, on stoppe de façon très importante les gouttelettes et on a moins ce problème de prolifération. Donc, on voit que le lavage des mains, c'est un élément essentiel. Donc, on va commencer par parler de ça. Et évidemment, les questions qu'on a eues de votre part sont souvent « Ok, mais avec quel savon ?» Alors, la bonne nouvelle, je vous le disais, c'est que tous les savons, tous les produits détergents moussants qui produisent de la mousse vont avoir à l'intérieur de la formule un élément qui s'appelle les tensioactifs. Et ce sont ces tensioactifs qui vont être capables de dissoudre la petite membrane autour du virus et du coup de le dissoudre dans l'eau et de l'éliminer. Ça marche avec tous les savons. Alors, c'est vrai que nous, ici, on intervient sur la question de la santé environnementale et qu'on aimerait bien que vous vous orientez plutôt vers les savons les plus simples. Alors, simple, ça veut dire quoi? Des listes d'ingrédients courtes, pas trop de parfums, pas trop de colorants.
idéalement des savons labellisés parce que les savons labellisés nous permettent d'avoir moins de substances préoccupantes utilisées. Donc là, je vous ai mis quelques labels intéressants. Donc celui que vous allez trouver le plus facilement, généralement, c'est celui qui s'appelle Cosme Bio, qui est présent dans les supermarchés. Donc, vous pouvez utiliser un savon tout simple de supermarché avec ce logo-là ou un savon estampillé petite enfance aussi, hein, ce que vous trouvez dans le rayon puriculture, le rayon des couches et tout ça. Donc, vous pouvez l'utiliser le même pour vos mains, les mains des enfants, même nettoyer le siège des enfants, c'est pas un problème. À partir du moment où il est relativement simple et il sera efficace pour tout le monde, c'est pas la peine d'avoir un savon différent ou d'avoir plusieurs savons en présence à votre domicile. Donc ça, c'est une façon de bien se débarrasser potentiellement du virus. C'est par l'action mécanique de ces petites bulles qui vont dissoudre la surface graisseuse du virus, on s'en débarrasse et on rince bien pour le faire partir avec l'eau. Alors, bien sûr, il y a aussi le gel hydroalcoolique. Donc là, c'est aussi intéressant, notamment quand vous n'avez pas de lavabo juste à côté. Quand vous êtes dans une situation un peu stressante, vous avez deux enfants à moucher l'un derrière l'autre, ça arrive. Hein, Covid ou pas Covid, on sait qu'ils ont quand même le nez qui coule souvent, les petits. Donc, le gel hydroalcoolique, la différence, c'est que lui, il va fonctionner avec un biocide. Un biocide, c'est quoi? C'est un produit qui est capable de tuer les micro-organismes, donc les virus. Donc, la plupart des bons gels hydroalcooliques qu'on trouve sur le marché actuellement, ils sont plutôt simples. C'est une bonne nouvelle. Enfin, il y a encore quelques années et encore avant le Covid, hein, ils étaient très formulés. Parfois, il y avait des choses pas très utiles comme beaucoup de parfums ou des colorants à l'intérieur. Là, c'est beaucoup moins le cas. Hein. Moi, voilà, je vous montre ce que fabrique mon pharmacien chez nous. Là, c'est presque, là, pour le coup, c'est une lotion. C'est quasiment liquide. Il y a deux ingrédients à l'intérieur. C'est tout simple, 2 ou 3 ingrédients. Donc, c'est pas des mauvaises formules en elles-mêmes. L'alcool, le principe actif, si c'est de l'alcool, de l'éthanol, c'est pas la pire des molécules, on la connaît bien, hein, et elle a le mérite d'être très volatile, donc il n'y a rien qui reste sur les mains. Ça dessèche pas trop les mains parce qu'il y a aussi de la glycérine à l'intérieur. Après, c'est quand même un produit un peu fort, donc il ne faut pas non plus l'utiliser tout le temps. La base, c'est le savon. Et puis le gel hydroalcoolique, c'est quand vous êtes dans des situations où vous n'avez pas la possibilité d'avoir le temps de bien vous laver les mains. Donc plus c'est simple, mieux c'est ce que je vous disais. C'est pas la peine de chercher partout des labels sur ces produits-là. Il y en a très peu des produits labellisés, surtout dans la situation de pénurie dans laquelle on a été. Les produits qu'on trouve aujourd'hui sont des produits basiques qui ne sont pas pourvus d'un label. Ce qui est bien, c'est quand même de vérifier qu'à la petite mention 60 ou 70% d'alcool ou d'éthanol, ce qui vous garantit l'efficacité du produit, ou alors il peut y avoir marqué aussi formule conforme à l'OMS, donc ça c'est bien aussi d'avoir ces deux petites mentions. Donc que ce soit liquide ou gel, l'efficacité va être la même. C'est sûr que la version liquide, c'est peut-être un peu moins pratique à appliquer partout sur la main. Évidemment, vous avez été beaucoup à nous poser la question sur les enfants. Alors, moi, je vais toujours me référer à ce que dit le guide ministériel, hein, parce que voilà, c'est notre référence, on doit s'y tenir. Le guide ministériel nous dit bien qu'il faut quand même l'éviter auprès des enfants, tout simplement pour des raisons d'ingestion accidentelle du produit s'il traîne. Et puis, voilà. Et puis, il y a toujours des petits résidus qui restent sur la peau. Bon. Donc, c'est pas le pire des produits, mais on préférerait vraiment que vous l'utilisiez presque jamais auprès des enfants, sauf vraiment cas de force majeure ou si vous n'avez pas d'autre solution. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le lavage des mains. La seconde chose que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce virus, il est potentiellement dans l'air, hein, avec ses micro-gouttelettes. Donc, plus on va diluer l'air, plus on va baisser la probabilité d'être en contact avec ce virus. Donc, la façon de diluer, c'est renouveler l'air de votre domicile en aérant un maximum dès que vous pouvez, en vérifiant que vos bouches d'extraction, enfin les petites bouches de ventilation sont bien actives et puis elles sont pas trop encrassées. Et puis surtout sortir, parce que le fait de mettre les enfants dehors, évidemment déjà, ça a plein d'impacts positifs sur leur défense immunitaire, sur leur microbiote, mais ça va aussi faire que quand on est dehors, on est quand même moins sujet à rentrer en contact potentiel avec ce virus s'il était encore là. Donc vraiment, tout ce qui peut vous faire prendre l'air et le bon air va être un plus dans la lutte, dans la situation dans laquelle on est, de lutte encore contre ce virus, même si c'est vrai, ça va beaucoup mieux. Il faut quand même, pour l'instant, encore rester vigilant. Donc ça, c'était une partie qui me semblait très importante.
Donc là, je vous ai parlé des mains, mais évidemment, vous m'attendez aussi sur les protocoles de nettoyage qui vous ont un petit peu inquiété, hein, parce que voilà, tout à coup, on vous demandait des choses un peu plus complexes dans ce guide ministériel que vous avez sûrement toutes et tous reçu de la part de vos PMI. Donc, au sujet des PMI, c'est vrai que certaines PMI ont précisé des choses, ont émis des documents après celui de l'État. Donc, il faut voir aussi dans vos départements ce que disent les PMI. Moi, je vais me référer évidemment à la base qui est aujourd'hui notre référence étatique, qui est le guide interministériel. Donc, dans ce guide interministériel, on vous demande de désinfecter les surfaces touchées au moins une fois par jour. Donc, juste au niveau du vocabulaire, nettoyer, c'est pas désinfecter. Donc, nettoyer, on utilise un détergent. Je l'ai dit, c'est un peu comme avec le savon, un produit moussant qui va dissoudre les graisses et enlever les saletés. Donc, ça, c'est l'objectif du nettoyage. La désinfection, son objectif, c'est de tuer les micro-organismes qui pourraient rester après votre passage de nettoyant. Le problème, c'est qu'on peut le faire que sur une surface propre. C'est-à-dire que si vous allez directement utiliser un désinfectant sur une surface où il y a une saleté visible, vous voyez, par exemple des résidus alimentaires, eh ben, ça va désactiver la désinfection. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, si vous faites ça, c'est opération perdue. C'est-à-dire vous mettez plein de produits, il y a de la chimie, mais en plus, ça ne désinfecte pas. Donc, c'est vraiment deux opérations différentes. On verra que dans certains cas, il y a des produits qui font les deux. Mais sinon, il faut le faire en 2 fois. Donc, c'est vrai que ça alourdit un peu vos protocoles. Hein, c'est pas toujours rigolo. Mais techniquement, il faut nettoyer avant de désinfecter. Donc, effectivement, je vous parlerai des produits qui sont 2 en 1 juste après. Ça, c'est une solution. Maintenant, est-ce qu'il faut tout désinfecter? Non, j'ai bien dit qu'il fallait désinfecter les surfaces qui étaient touchées. Ça veut dire que, par exemple, s'il y a une zone de votre maison où vous n'allez jamais, ou le sol de votre entrée où vous ne mettez jamais les enfants, où il n'y a aucun risque qui touche le sol ou qui porte à la bouche, dans ces cas-là, il n'y a pas une nécessité de désinfection. Hein. C'est vraiment là où vous allez les surfaces les plus touchées qui vont être problématiques. Et dans ces cas-là, on peut par exemple parler s'il y a d'autres adultes qui vivent avec vous dans la maison ou qui sont présents, ça va être vraiment les points de contact adultes qu'il faudra surveiller, comme les interrupteurs, les poignées de porte. Ça, on sait que ça va contaminer facilement. Et parce que c'est des endroits qui sont beaucoup touchés. Donc voilà, je voulais insister sur cette question de zone. Alors maintenant, on va parler un peu des produits. Alors, qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour faire ce travail de nettoyage désinfectant? Bon, déjà, vous avez votre nettoyant standard, donc on ne vous demande pas d'en changer. Il faut savoir que ce soit un nettoyant ou un désinfectant, sur le marché, il y a des produits qui sont plutôt pas mal et des produits qui sont moins bien en termes de composition. Donc, c'est sûr que là, en 1 heure, on ne pourra pas vous faire le cours sur toutes les substances, mais sachez voilà, dans les 2 cas, il y a des bons produits et des moins bons produits. Le guide interministériel vous dit que vous pouvez garder vos nettoyants habituels et il vous demande de rajouter une étape de désinfection si vous ne la faisiez pas jusqu'à présent. Et évidemment, il faut être vigilant sur l'usage de ces 2 types de produits. Donc, comme je vous le disais, il existe des produits qui font les 2 en 1. On va juste y revenir tout à l'heure. Mais donc, ça, c'est les produits standards qui sont à votre disposition. Maintenant vient le cas de la Javel, que je vais aussi développer juste après. Parce que c'est vrai que la Javel est un désinfectant universel qui a rendu service par le passé, mais elle a aussi beaucoup de défauts. Donc, dans le guide interministériel, on vous dit que vous avez la possibilité d'utiliser la Javel. C'est vrai. Maintenant, je vais vous donner les conditions dans lesquelles vous pouvez le faire avec le plus de sécurité. Bien sûr, vous êtes beaucoup, et c'est un peu la mode, hein, à utiliser du vinaigre. Le vinaigre, c'est un bon détartrant, ça, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, en période de Covid, il est vrai qu'il va être ni un bon nettoyant parce qu'il ne va pas faire cette mousse, il ne va pas dissoudre le film lipidique qui est présent autour du virus potentiel. Et puis, il ne va pas être assez costaud aussi pour désinfecter, pour être virucide, hein, comme ce qu'on attend d'un produit. Donc, finalement, c'est le mauvais candidat en ce moment. D'autant plus qu'il y a un vrai risque si jamais vous le mélangez à la javel, ce que je vais réexpliquer après. Donc, il faut peut-être un peu oublier le vinaigre, au moins dans cette période-là. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont à la maison un Vaporetto, enfin un nettoyeur vapeur domestique. Vous pouvez tout à fait l'utiliser pour la désinfection puisque la vapeur produite est à une température assez élevée et elle va être capable de, elle aussi, se débarrasser du virus.
Voilà ce qu'on pouvait dire en général. Alors, avant de repartir produit par produit, moi, je voudrais vous dire qu'il y a quand même des étapes qui sont incontournables. Alors ça, c'est un peu pénible, mais c'est quelque chose qu'on vraiment on essaye d'imposer notamment dans les crèches depuis plusieurs années. Que ce soit les détergents, même parfois les plus écolos ou les désinfectants, on voudrait vraiment que vous puissiez les rincer quand il y a un risque de contact main-bouche avec les bébés parce qu'il y a des substances résiduelles et elles peuvent toutes être toxiques. Donc, c'est vrai que ça vous fait une étape supplémentaire, mais c'est vraiment important pour éviter cet apport de chimie à la bouche des enfants. On sait que les enfants portent tout à la bouche, donc c'est vraiment important de maintenir une étape de rinçage, quel que soit le produit que vous avez appliqué. Ensuite, mais ça, je suis sûre que vous le faites déjà. Le mieux, c'est de nettoyer et désinfecter, bien sûr, en l'absence des enfants et en aérant votre domicile en même temps. Ça, c'est l'idéal parce que ça permet aussi de chasser la pollution chimique qui peut être produite pendant le nettoyage. Donc, la question de la fréquence, on a vu, le guide vous demande de faire une désinfection quotidienne, au moins. Donc, une fois, c'est déjà bien. Je pense que ce serait déjà super si vous y arriviez. Et encore une fois, spécifiquement sur les endroits qui ont été utilisés et touchés. Dernière chose que je voulais vous dire avant de passer à une partie plus produit, attention quand même au pchit en spray parce que quand on spray dans l'air comme ça directement, vous avez une capacité aussi à inhaler, les gouttelettes de produits chimiques se posent partout. Donc nous, on vous conseille vraiment de prendre une lingette microfibre ou un essuie-tout et de pchiter dessus et après d'appliquer. Pareil pour rincer, vous prenez une petite lingette ou un essuie-tout et vous rincez avec une lingette humide ou un essuie-tout humide. Mais en tout cas, évitez le geste du spray dans l'air parce que c'est pas bon pour vos poumons. Vous inhalez et puis le produit se pose partout et on a quand même un risque de l'ingérer ou de le respirer. Donc ça, c'était les bases. Donc maintenant, je vais en venir à la nature des produits qui sont disponibles. Donc, l'idéal pour nous, c'est que vous trouviez des produits qui soient à la fois nettoyants et désinfectants, puisque ça vous éviterait de faire les deux étapes, de ne pas le faire en deux fois. Donc, dans le guide du ministère, on vous demande de prioriser les produits qui sont conformes à une norme. Il y a le numéro de norme, c'est 14476. Bon, évidemment, ça, c'est l'idéal. La vérité, c'est qu'on est quand même dans une situation de pénurie et puis qu'il y a certains supermarchés où tout n'est pas disponible. Donc, j'espère que vous avez pu trouver. Donc, ça, c'est une notion qui est écrite en tout petit sur les produits. Donc, il faut vous munir d'une loupe quasi au supermarché pour trouver l'information. Bon, si vous ne la trouvez pas et qu'au moins le produit est dit désinfectant, c'est déjà pas mal. À côté de ce numéro de norme, il y aura toujours ce qu'on appelle un temps de contact. Ça veut dire que c'est le temps que vous devez le laisser en contact avec la surface avant de rincer. Voilà, donc ça, il faut le respecter. Généralement, c'est à peu près un quart d'heure. Donc, nous, parmi tous ces produits, on sait qu'il y a des produits qui sont moins bons et plus potentiellement toxiques que d'autres. C'est vrai que ceux qui nous semblent les plus intéressants sont ceux pourvus d'un label qui s'appelle éco-détergent, qui limite quand même le nombre de biocides et qui limite le nombre de produits potentiellement inquiétants en présence. Alors, j'adorerais vous dire, allez-y, précipitez-vous tous au supermarché pour trouver ces produits. Ils ne sont pas hyper disponibles aujourd'hui. Alors, j'ai quand même fait l'exercice hier soir avant de vous parler. Je suis allée sur les sites des drives des principaux supermarchés français et on en trouve quand même. Donc, quand vous tapez dans le moteur de recherche nettoyant désinfectant et le nom de ce label, dans le moteur de chez Carrefour, Auchan, Super U, Géant, tout ça, vous en trouvez. Bon, pas forcément facile à trouver, mais c'est une possibilité d'en trouver à des prix corrects dans les supermarchés. Mais encore une fois, il peut y avoir localement des pénuries. Alors ça, c'est le premier produit idéal, je vous dis, parce qu'il fait un peu tout. Après, vous pouvez être amené quand même à trouver pratique d'avoir un produit juste désinfectant. Et puis peut-être que vous trouverez que ça d'ailleurs, mais pourquoi ils sont intéressants les juste désinfectants? Ça, c'est plus pour vos produits, enfin les surfaces qui ne sont pas touchées par les enfants, mais par exemple les ordinateurs portables ou les téléphones. Pourquoi? Parce que ça, c'est des produits à l'éthanol généralement qui ressemblent un peu au gel hydroalcoolique et du coup, ils sont plutôt faits pour les surfaces sensibles parce que bon,
Évidemment, si vous, par exemple, vous utilisez de la Javel et vous mettez ça sur vos téléphones portables, c'est pas tellement fait pour. Hein. Donc, ces produits purement désinfectants tout simples, qui sont souvent, ouais, comme je le disais, un extrait d'alcool, vous pouvez les utiliser plus pour les surfaces, vos ordi, vos téléphones, enfin ce genre d'objets un petit peu fragiles. Et de la même façon que je vous le disais tout à l'heure, ils existent aussi avec ce label EcoCert éco-détergent qui est très exigeant. Vous pouvez aussi le trouver de cette façon-là. Après, si vous utilisez ce produit-là, par exemple sur un petit essuie-tout pour des jouets, on va revenir aux jouets tout à l'heure, ça ne vous affranchit pas de rincer. Hein. On est toujours dans la même. C'est pas parce que il y a un label ou que il y a des il y a écrit écologique sur le produit que vous êtes. Enfin, l'idée, c'est que tout ce que les enfants peuvent porter à la bouche doit être rincé. Voilà. Donc ça, c'était sur le désinfectant. Bon, maintenant, on va passer à l'eau de Javel. Donc, il faut qu'on parle un peu de cette eau de Javel. L'eau de Javel, je vous le disais, ça a rendu service historiquement. Hein. C'était un produit qui a aidé beaucoup à lutter contre les maladies, notamment dans le milieu médical il y a encore quelques années. Mais c'est vrai que la Javel, c'est quelque chose de très réactif, de corrosif, de toxique pour l'environnement, dans certaines conditions toxiques pour l'homme aussi. Donc, elle a vraiment un gros défaut, c'est que si on la mélange, ben, elle peut être très réactive. Donc, voilà. Il y a vraiment eu un exemple phare, c'est que si on mélange de l'eau de Javel avec de l'acide, on produit un gaz très toxique. Donc, sauf que par exemple, le vinaigre, c'est très acide. Donc, si jamais vous mettez du vinaigre dans vos toilettes pour détartrer et que derrière, sans rincer, vous mettez de la Javel, là, il y a un risque très grave. Il y a même un risque mortel, hein, parce que c'est un gaz mortel qui est produit. Donc, la Javel, ok, mais surtout, vous la mélangez avec rien et vous la diluez seulement dans de l'eau froide. Et dans ces conditions-là, ça va. D'accord. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger, même si c'est un produit que vous avez utilisé beaucoup, que vous avez vu vos mères ou vos grands-mères utiliser beaucoup, il y a quand même cette toxicité. Donc, attention à ça. Et puis après, la Javel, c'est juste un désinfectant. Hein. Ce n'est pas un nettoyant et un désinfectant. Donc, il faut quand même l'utiliser sur une surface propre. Pas s'il y a des souillures visibles, ça ne va pas marcher. Et en plus, c'est une solution qui est un peu instable. Donc, il y a des conditions pour lesquelles la Javel reste stable. Donc, il faut que vous utilisiez impérativement une solution diluée à 0,5 de chlore actif. Donc là, je vais vous expliquer comment on la crée. Alors, l'idée, c'est d'acheter au supermarché uniquement de la Javel à 2,6%. Donc ça, c'est marqué. Donc ça, c'est la Javel de base que vous trouvez dans les grands barils, dans les marques distributeurs. Généralement, vous les trouvez au supermarché. C'est les moins chers. Et donc, il faut vraiment prendre celle-ci parce que c'est la seule qui est vraiment bien stable dans le temps. Et puis, il faut la mélanger à de l'eau froide exclusivement. Donc, vous voyez les proportions, c'est 1 litre d'eau de Javel, 4 litres d'eau froide et du coup, vous avez 5 litres de solution pour désinfecter votre domicile. Donc, cette solution, elle reste stable à peu près 24 heures. Donc, il faut que vous adaptiez votre quantité parce qu'elle n'allez pas dépenser tous les jours 1 litre d'eau de Javel si vous n'avez pas besoin d'autant. Hein. Donc, essayez d'adapter. Vous pouvez faire moitié moins, par exemple, si ça vous suffit pour nettoyer la maison. Si vous n'avez pas d'autres produits, hein, encore une fois, la Javel, c'est ce produit de seconde intention si vous ne trouvez pas mieux. Donc, il faut toujours enlever les résidus, avoir une propreté visuelle avant d'utiliser l'eau de Javel. Il faut désinfecter avec cette solution préparée de solution de chlore actif à 0,5. Et puis, il faut respecter un temps de contact avant de rincer. C'est pareil, alors là, c'est de l'ordre d'un quart d'heure. Et là, vous rincez bien et vous laissez sécher. Et là, vous avez une désinfection qui a fonctionné. Mais vous voyez que bon, la Javel, c'est quand même un peu délicat. J'espère que vous en aviez conscience et que c'est quelque chose que vous mettiez déjà en œuvre si vous êtes utilisateur de Javel depuis longtemps. On va penser un peu plus au nettoyage des jouets maintenant parce que c'est vrai que ça a été un gros souci. On a eu plein de questions là-dessus. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on a recommandé beaucoup en crèche, où ils ont beaucoup de jouets aussi, hein, c'est d'essayer d'en utiliser moins et surtout pas de conserver ceux qui sont difficiles à nettoyer ou à laver quoi, pour pas vous augmenter encore la difficulté de cette période. Donc, moins de jouets, faire des rotations, par exemple, donner les Lego que le lundi et les mettre hors de portée des enfants et ne les réintroduire que quand vous aurez eu le temps de les nettoyer, les désinfecter. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire au bout de quelques jours, peut-être que le virus n'est plus là, c'est vrai, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'indique
c'est pas indiqué dans le guide ministériel, donc on ne peut pas vous dire que les rotations, ça suffit à être complètement safe. J'espère que en phase de déconfinement 3, la troisième phase de déconfinement qui va intervenir bientôt, peut-être que les institutions infléchiront un peu leurs exigences et nous donneront des indications pour voilà, être un peu moins strict au niveau des protocoles de détergence. Mais bon, aujourd'hui, on est soumis à ce document et il n'y en a pas d'autre. Voilà, donc après, voilà, changer un peu les activités, être plus dehors, plus dans la nature, ça c'est toujours beaucoup, c'est une façon aussi de ne pas avoir trop à nettoyer à l'intérieur, trop de jouets à nettoyer. Donc, les jouets les plus simples peut-être à laver, ce sont les jouets immergeables. Donc, l'idée, ça serait d'utiliser un produit de nettoyage désinfection concentré que vous diluez dans de l'eau, dans un bac. Vous mettez vos Legos, vos jouets en plastique dedans. Et après, dans un second bac, vous mettez de l'eau fraîche et puis vous rincez. Donc là, ça permet d'avoir vraiment un bon rinçage. Et après, vous sortez, vous laissez sécher à l'air. Donc ça, c'est un protocole assez idéal. Bon, après, tous les jouets ne s'y prêtent pas, bien sûr, mais ayez en tête qu'il faut que vous trouviez une solution pour les rincer, quoi qu'il en soit. Donc, le lave-linge, ça peut être une solution pour les jouets en tissu. Donc, que ce soit pour les jouets en tissu ou pour le linge de maison, la bonne température, c'est 60 degrés. Alors, j'ai précisé cycle long parce que certains lave-linges, vous savez, ont des fonctions express. Il faut quand même que le linge soit au moins une demi-heure à 60 degrés. Donc, privilégiez les cycles les plus longs quand même de votre lave-linge pour être sûr que s'il y avait eu du virus, il soit complètement détruit par la température. Donc, ça, c'est important d'avoir ce chiffre-là en tête. Donc là, moi, je vais presque finir. On va pouvoir passer aux questions. Je sais qu'elles sont nombreuses. Moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'on est face à une période particulière. C'est vrai qu'on a vraiment bon espoir qu'elle ne dure pas. On va espérer que ça s'arrange. Donc, il faut essayer d'être strict, effectivement, dans les protocoles dans cette période. Peut-être aussi en profiter pour se questionner sur les produits que vous utilisez, sur la prudence aussi par rapport à ces produits-là. Et peut-être si vous trouvez des produits comme je les ai décrits là, gardez-les après, hein, parce que ce sera toujours des produits parmi les plus les moins toxiques qu'on peut trouver sur le marché. Gardez en tête quand même que la transmission, elle est essentiellement par les gouttelettes et pas forcément par les surfaces. Donc, c'est vraiment les 3 M qui vont vous protéger, la distance, voilà, la non-promiscuité, le mettre d'écart avec les gens, couper la transmission par le lavage des mains et le port de masque. La bonne nouvelle, c'est que le virus reste quand même plutôt fragile, je vous le disais, et que si vous nettoyez bien votre domicile, déjà avec un détergent classique, vous avez déjà fait une grande partie du boulot pour avoir des surfaces propres et non contaminées. Voilà ce que je voulais vous le dire aujourd'hui. Encore une fois, voilà, la prudence, c'est aussi vis-à-vis des produits, lire les étiquettes. Alors, je sais que tout est écrit en tout petit, mais prenez le temps de lire les étiquettes et les conditions d'usage et respectez-les dans cette période si particulière, en espérant qu'on pourra revenir dans quelques mois à un nettoyage un peu plus écologique dès que ça sera possible. Et je vais passer la parole à Julien. Moi, j'ai terminé pour que tu me poses des questions. Absolument, Anne. Merci pour ces éléments particulièrement clairs qui ont permis de hiérarchiser un petit peu les informations. Alors, donc, on va passer un petit peu aux questions que nous avons reçues, puisque nous avons reçu plus d'une 50aine de questions qui étaient sur certaines thématiques communes. Et donc, on les a classées, on en a extrait quelques-unes, et après, on va passer à tout ce qui a été demandé là, ici, en direct. Alors, pour ce qui a été reçu avant le webinaire, voici une première question. Pour le lavage des mains des bébés, j'utilise des lingettes visage et mains fournies par les parents. Surtout pour les balades, nous précise la personne. Est-ce suffisant? N'y a-t-il pas trop de produits nocifs pour les enfants? Alors, avant le Covid, on avait tendance à déjà dire qu'on n'aimait pas trop les lingettes parce que elles ne sont pas rincées. Il y a quand même beaucoup de produits dedans, c'est formulé, il y a des parfums, il y a différentes choses. Et donc, comme c'est pas rincé, si on l'utilise pour les mains des enfants, ils portent à la bouche et toutes ces substances, voilà, elles sont avalées. Donc, c'était bon. Après, de temps en temps en balade, ça peut être pratique. En période de Covid, la problématique est différente puisque là, ça ne répond pas au cahier des charges pour se débarrasser du virus sur les mains des enfants.
enfants, puisque vous n'allez pas pouvoir faire ce geste de moussage, de rinçage abondant. Et donc, ça ne va pas avoir l'activité correcte. Et puis, la plupart de ces lingettes, ou même la totalité de ces lingettes, ne sont pas pourvues de désinfectants. Donc, elles ne vont pas non plus jouer le rôle du gel hydroalcoolique. Donc, quelque part, c'est un peu le mauvais candidat. Si on voulait quand même en avoir un peu dans son sac pour vite fait débarbouiller un enfant quand on est à l'extérieur, pourquoi pas. Mais ça ne correspond pas au cahier des charges du produit qui peut nous débarrasser du virus. Ok. Et puis moi j'aurais envie de rajouter que notamment, alors plus pour les lingettes nettoyantes qui ont été un peu surutilisées, notamment pendant le confinement, ça continue peut-être, ça a été une cause de problèmes de canalisation. C'est aussi une grosse source de déchets. On se rend compte qu'avec la situation actuelle, eh bien, on augmente la quantité de déchets et replacer un peu notre intervention santé-bien-être dans une approche globale de développement durable, qui est intéressante à voir aussi. Ok, alors en question aussi, ces derniers temps, les enfants ont passé beaucoup de temps à jouer dehors. Dois-je aussi nettoyer, désinfecter les jeux extérieurs, toboggan, cabane, échasse, ballon, etc. Alors, c'est super de les mettre dehors, on l'a dit, ça c'est vraiment un plus. Maintenant, Assurément. si on lit à la lettre le guide interministériel, là, en théorie, les surfaces touchées doivent être désinfectées. Mais après, il faut regarder un peu comment sont utilisés les extérieurs. Alors, je me dis, voilà, si tous les enfants vont 40 fois par jour sur le même toboggan et touchent la même poignée du toboggan ou la même échelle, ça peut être intéressant d'aussi avoir un petit protocole le soir, désinfection, voilà. Mais évidemment, voilà, c'est réfléchir un peu à l'usage qu'on fait de l'extérieur et voilà, et se poser vraiment la question seulement des surfaces qui sont extrêmement touchées ou qui sont portées à la bouche facilement par les enfants et seulement celles-là. Ok, donc à relier avec cette démarche analytique santé-environnement, on va essayer de comprendre quelles sont les pratiques, pas uniquement les produits, mais aussi nos pratiques pour adapter et diminuer les quantités de produits en fonction de ce qui est adapté, nécessaire, la situation. Alors, est-il intéressant de diffuser des huiles, les huiles essentielles, dont on parle souvent dans nos ateliers, hein, les uns les autres, qui sont assez fascinantes, mais souvent surutilisées ou mal utilisées. Tu vas nous expliquer un peu tout ça. Alors là, la personne voudrait savoir si c'est intéressant de diffuser des huiles essentielles type Ravinsara, thym, arbre à thé, à l'intérieur du logement pour purifier et assainir l'air. Alors, elle nous précise en l'absence des enfants néanmoins. Oui. Alors, c'est vrai que les huiles essentielles, ça c'est un grand sujet dans nos ateliers, dans nos conférences. Mon point de vue et qui est partagé par un certain nombre de communautés scientifiques, c'est que les huiles essentielles, c'est génial, mais c'est une médecine. Et donc, il faut vraiment l'utiliser, il faut vraiment voir ça un peu comme des médicaments, c'est-à-dire qu'il faut être compétent ou alors être entouré de personnes compétentes pour les utiliser et les utiliser pour répondre à une pathologie. C'est pas un sang bon, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes malade et que vous êtes encombré, vous allez avoir besoin un petit peu d'eucalyptus ou un peu de Ravinsara, ça va vous faire du bien. Dans le contexte de votre chambre à la maison, c'est une chose. Mais de l'imposer à tout le monde avec des personnes saines dans la pièce, avec des enfants, voilà, c'est pas fait pour. Déjà, bon, après, déjà, on n'est pas sûr de la capacité, l'assainissement de l'air, c'est une chose, mais on n'est pas du tout sûr que ça puisse aider à lutter contre le virus. Voilà. Et puis en plus, toutes ces huiles essentielles qui étaient citées par la personne qui a posé la question, ce sont des huiles essentielles qui sont actives. Et puis on sait que sur les enfants, ça peut poser problème. Donc moi, je ne le conseillerais pas, même en l'absence des enfants. Si cette personne, dans sa chambre, elle est un peu encombrée, ça lui fait du bien le soir pour s'endormir, pourquoi pas. Et évidemment, elle a pris le soin de vérifier les quantités utilisées, les mélanges par exemple auprès de son pharmacien. Vos pharmaciens sont compétents, il ne faut pas hésiter à les solliciter sur ce sujet-là. Mais le mettre pour tout le monde, tout le temps dans la maison, ça c'est peut-être une pratique qui est un petit peu dangereuse, surtout dans un contexte professionnel du métier d'assistante maternelle. D'accord, donc avec parcimonie et assurément pas pour les enfants. C'est bien ce que nous rappellent régulièrement nos experts, toi et l'Agence régionale de santé dans le cadre de nos ateliers petite enfance. Ok. Alors, avec les chaleurs à venir, est-il possible d'utiliser des ventilateurs ou des climatiseurs à l'intérieur de la maison en plus de l'aération quotidienne?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu un stress important sur l'histoire des ventilateurs. Il y a eu enfin, c'est passé dans la presse. Il y a eu un groupe de personnes qui a été contaminé en Chine dans un restaurant parce qu'on s'est rendu compte que c'était le flux d'air de l'air conditionné qui avait contaminé une table de gens malades par une table enfin, de gens pas malades. Bon, donc ça veut dire que probablement la question du climatiseur, il faut se la poser dans les lieux publics. Et je pense que le Haut Conseil de santé publique se la pose et s'interroge sur comment gérer ce problème-là. Maintenant, dans le lieu clos qu'est une maison où vous ne laissez pas rentrer 50 000 personnes à la fois, vous êtes de toute façon dans la même unité de lieu, vous aérez bien. Donc, le problème n'est pas le même. Il n'y a pas un groupe de gens qui risque de contaminer un second groupe de gens. Vous êtes dans une unité. De toute façon, je pense que les assistantes maternelles font attention à ne pas laisser rentrer les parents. Enfin, il y a quand même des mesures barrières de ce type-là. Donc, je pense que la problématique climatiseur, elle est beaucoup dans les lieux publics. Elle va se poser, elle se pose sûrement. Moins quand même dans les domiciles. Ok, donc ça c'est intéressant, les circulations, le groupe homogène, on va dire, et puis tu faisais référence donc à ce qu'on a pu voir dans les conseils, enfin, ou les consignes plutôt des PMI. Moi j'ai lu celle de mon département, et effectivement, y compris la famille, ne rentre pas dans les espaces fréquentés par les... Ok, alors j'ai l'habitude, ça c'est sur nos conseils habituels et nos promotions de produits faits maison. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça aujourd'hui? Alors, j'ai l'habitude de fabriquer mes produits ménagers, multi-usages, lessive, anti-calcaire. Puis-je continuer à les utiliser pour nettoyer la maison? Nettoyer donc là, hein. Mm. Donc, alors déjà, première réponse institutionnelle dans le guide du ministère, il est bien dit que vous pouvez continuer à utiliser vos produits habituels. Donc ça, qu'ils soient un peu fait maison ou industriel ou écolo ou pas écolo, voilà, en théorie, vous avez le droit d'utiliser pour nettoyer vos produits habituels et même vos produits faits maison. Maintenant, peut-être que dans cette période si particulière, il faudrait quand même compléter avec quelque chose qui soit désinfectant. On l'a vu dans la première partie de ma présentation, en faisant bien attention. Si jamais vous n'avez pas le choix et c'est de la javel, c'est là où il faut vraiment être vigilant parce que, encore une fois, souvent, ces produits domestiques faits maison, il y en a qui sont à base de vinaigre. Et là, je vous ai dit vinaigre et javel, très mauvais ménage. Donc, attention. Donc, l'idéal, c'est que si elle a des produits faits maison, elle peut peut-être compléter par un désinfectant labellisé EcoCert. Et là, elle aura les solutions les plus sûres existantes. D'accord. Et puis, ben, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, si on ne trouve pas le désinfectant EcoCert, dans la période, ben, on va aller sur un désinfectant labellisé NF14 476. Et puis, dès que ça sera possible, que les rayons vont être mieux achalandés, eh bien, on repérera ce logo, ce label de confiance EcoCert. Alors, les questions maintenant posées en direct. Question numéro 1, sélectionnée par les collègues. Est-ce que le virus peut être présent sous les chaussures? Ça dépend où on marche. mais, Ok, mais, bonne en, réponse. mais, en, mais en théorie, voilà, la question c'est plutôt de se dire est-ce que le sol va être léché par quelqu'un ou est-ce que, en l'occurrence par les bébés, c'est ça. Oui. Parce que une chose est que le virus soit sur une surface, mais encore une fois, est-ce que la surface va être touchée? Est-ce qu'il y a un main-bouche possible? Donc, si la question c'est est-ce qu'on garde ou pas les chaussures, ça peut être de se dire les endroits où les enfants sont au sol, touchent le sol, on va peut-être être plus vigilant que le reste de la maison, ou par exemple votre cuisine ou votre entrée, où les enfants vont jamais poser ni leurs mains ni leur bouche, quoi. Donc c'est Oui, plus en plus, ça. c'est des Après, choses qui sont, un c'est des virus, choses qui ça sont peut être déjà n'importe où. Mm. gérées, organisées hors Covid, ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, deuxième question, faut-il préférer un savon liquide? Ah, ça va bien avec nos thématiques habituelles. Faut-il Mm. préférer un savon liquide ou savon solide quand on accueille plusieurs enfants? Alors, c'est vrai que dans la période dans laquelle on est, ça paraît un peu plus logique d'avoir un savon solubilisé dans un petit Un pouce-mousse, là. pouce-pouce? Un pouce-mousse, ouais. Pour des raisons de praticité et puis de partage aussi. Bon, après, a priori, si vous faites le bon geste, vous mettez la bonne quantité et vous rincez, vous débarrassez du virus même avec une savonnette. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les lieux accueillants du public et les crèches, on préfère toujours la version à pousser. Bon, c'est toujours la qualité de la façon dont vous lavez les mains et le temps que vous y passez qui va être déterminante quoi qu'il en soit. Je me souviens que je t'avais demandé pour mon savon de Marseille sur mon bord d'évier et tu m'avais Oui, dit, bah, à partir du moment, Julien, où il est sur un égouttoir qui ne baigne pas dans l'eau, même s'il oui, peut rester un peu humide, c'est bon. oui. Après là, c'est vrai que c'est plus la question du partage entre plusieurs enfants qui Tout à peut se fait. poser dans cette Et de la période un peu praticité avec les particulière. petites mains. Voilà. Ouais.
l'un après l'autre, etc. Question numéro 3. Peut-on utiliser du gel hydroalcoolique pour nettoyer les jouets? Ah, ça ne me rassure pas trop ça. Il y a des compléments. Est-ce qu'il s'évapore aussi sur du plastique, comme les poupées par exemple? Donc, je pense qu'on parle de jouets qui ne sont pas faciles à nettoyer. Ouais. Existe-t-il un risque si l'enfant suce son pouce après avoir utilisé du gel hydroalcoolique? Bah, c'est ce qu'on disait, hein, c'est qu'il faut vraiment essayer quand on peut de rincer et de l'utiliser le moins souvent possible parce que même si l'éthanol s'en va, il peut y avoir des petits résidus quand même. Si votre gel hydroalcoolique il est plein de parfum, c'est quand même pas génial, quoi. Donc ça reste toujours le problème du rinçage qui est le problème, le maillon faible un peu du gel hydroalcoolique. Et rappelle-moi le début de la question, c'était… Alors, le début de la question, c'était peut-on utiliser du gel hydroalcoolique pour nettoyer les jouets? Oui, alors, il y a deux réponses. Il y a une réponse qui est plus institutionnelle et normative, c'est-à-dire que les normes obtenues pour le gel hydroalcoolique, ce ne sont pas les mêmes que les normes des désinfectants. Donc, vous avez la 14476, elle ne marche pas sur les gels hydroalcooliques. Donc, en théorie, on est un peu hors la loi si on sort, on dévie de son usage. D'accord, ok. Même si dans la formulation, c'est quand même assez proche, si ce n'est par exemple que dans les solutions hydroalcooliques, il y a un peu de glycérine. Donc, si par exemple vous utilisez ça sur votre portable, au bout d'un moment, votre portable, il va coller. Enfin, c'est pas tout à fait fait pour, quoi. C'est pas nul, mais c'est pas fait pour. Donc, j'encouragerais pas un usage qui n'est pas fait pour. Voilà. Après, si c'est la misère et qu'on n'a rien d'autre, évidemment, il y a les 70% d'alcool qui vont faire le boulot par rapport au virus dans les hydroalcooliques. Mais c'est pas fait pour les surfaces. Et en conclusion, sur cette question-là, comme sur beaucoup d'autres, toujours ce rinçage qui est très peu pratiqué et auquel on a Oui. besoin de s'attaquer déjà habituellement, puisque c'est quelque chose souvent marqué, le produit parfois sans rinçage. Sans rinçage, si j'ai bien compris, ça veut dire que ça ne colle pas, mais ça ne veut pas dire que le produit n'est plus là. Si on n'a pas rincé, il n'est plus là. Ouais. Alors, ce qui est intéressant sur les produits sans rinçage, vous avez souvent un petit astérix qui dit hors, sauf si contact alimentaire. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et on peut estimer que pour les bébés, le contact alimentaire, il est permanent, puisqu'on est tout le temps en main-bouche. Hein. Donc, le rinçage, il est important. Voilà. Même si sur le gel hydroalcoolique, encore une fois, de temps en temps, s'il n'y a pas le choix, ce n'est pas dramatique. Il ne faut pas s'inquiéter trop. La norme, ça doit être le savon, bien laver les mains des bébés, bien les faire savonner. Et ça, c'est vraiment et bien rincer. Ok, question suivante. Peut-on utiliser de l'alcool à 70 ou de l'alcool ménager, toujours pour désinfecter? Et est-ce qu'il nettoie aussi? Ça fait plusieurs choses. Alors, plusieurs réponses. Donc, à partir du moment où vous avez entre 60 et 70% d'alcool, d'éthanol dans un produit, ça va marcher sur le virus. Ça, c'est bon. Au niveau d'efficacité vis-à-vis du virus, c'est bon. Donc, l'alcool à 70, ça va marcher. Donc, ça, c'est vrai que c'est une solution, par exemple, pour les téléphones portables, pour ne pas les abîmer. Donc là, il n'y a pas besoin de rincer parce que vous n'allez pas mettre ce téléphone portable à la bouche des enfants. Donc, en plus, on ne leur donne pas trop le téléphone. Ah non, non, ça, c'est pas trop Petit message sur les ondes. Voilà. Donc ça c'est l'efficacité, c'est une chose. Après, ce qu'on appelle l'alcool ménager, c'est de l'alcool où il y a au moins 60-70% d'éthanol, mais il y a autre chose dedans. Il y a des fois d'autres solvants, on ne sait pas toujours quoi. Parfois, il y a des tensioactifs. Enfin, les formules ne sont pas très standards. Donc, on sait. Bon, il y a de l'alcool et autre chose. Donc, on peut l'utiliser, mais il faut toujours aussi bien rincer parce que les formules sont variables. Voilà, moi j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur le marché. Il peut y avoir des choses enfin voilà, il peut y avoir différentes choses, des additifs différents dans les alcools ménagers. Donc en théorie, oui, l'alcool ménager, certains ont un peu de tensioactif, peuvent nettoyer et désinfecter, mais comme c'est pas très clair la composition, il faut quand même toujours être bien vigilant. Ça va marcher sur le virus, mais bien rincé et plutôt l'utiliser comme désinfectant que comme nettoyant désinfectant. D'accord. Dirais. Et puis toujours la question des quantités. Et puis je crois aussi que tu m'as dit que l'alcool ménager, ça n'est pas de l'alcool à brûler aussi. Attention. Hein. Non, ça c'est encore plus costaud. L'alcool après, l'alcool à Ok. brûler, c'est Alors le savon très noir. inflammable, alors c'est dangereux par ailleurs. Aussi. Ok. Tu as parlé tout à l'heure de moussage. Et là, je me dis, je me suis posé un peu la même question. Le savon noir ne mousse pas. Du coup, Pas trop, ouais. est-ce qui casse l'enveloppe du virus au final? Alors, ça, c'était le degré de précision dans lequel je pensais que j'espérais que vous m'amèneriez. C'est vrai que, en théorie, les tensioactifs font mousser le produit, mais
dans les produits industriels, souvent on rajoute un agent moussant parce que c'est agréable pour travailler. Mais le savon noir, il a des tensioactifs de très bons. Il a des chaînes, enfin, il a ce qu'on appelle les tensioactifs. Ce sont des alcools qui sont dérivés ce sont des acides qui sont dérivés d'huile végétale. Ça marche très D'accord? bien. Mais c'est vrai que ça mousse un tout petit peu, mais de façon beaucoup moins spectaculaire que ne mousserait un produit industriel parce qu'on rajoute Ok. des agents moussants. Donc, c'est Donc ça vrai que fonctionne. Excuse-moi Anne, c'est que je ouais. vois que j'ai vraiment encore beaucoup de questions. Pardon, vas-y. Donc ça fonctionne? Oui, ça fonctionne et c'est vrai que j'ai insisté sur le moussage parce que c'est visuel, mais un savon noir va très bien fonctionner même s'il mousse moins. Ok, Voilà. super. Alors, le désinfectant pour lave-linge est-il efficace à froid et dès 30 degrés? Alors ça, dans toutes les études, on nous déconseille d'utiliser ça. C'est vraiment dans le Haut Conseil de santé publique, la lecturature qu'on a utilisée, c'est vraiment la température qui doit jouer parce que pareil, les désinfectants pour linge, il y a un peu de tout. Il y a des choses qui sont pas terribles au niveau de la composition. On n'est pas sûr de l'efficacité, donc température. Bon, alors c'est sûr que ça peut abîmer un peu le linge. Ça, c'est la problématique du 60 degrés. Mais bon, on n'a pas d'autre solution aujourd'hui. Ok. S'il n'y a pas de rinçage après utilisation de la javel, existe-t-il un risque pour les enfants, enfin, pardon, pour l'enfant, s'il est en contact direct buccal après plusieurs heures post-passage de la javel? Donc là, c'est la question du rinçage. Est-ce qu'il faut vraiment rincer? Ouais, il faut rincer. Toujours rincer Ouais. la javel, même si la salle de jeu sera aérée, utiliser Ouais. Elle à s'en va pas, hein. cœur du. Elle s'en va pas complètement. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on la voit plus et qu'on la sent pas qu'elle est pas là. Elle est pas spécialement volatile, pas totalement. Donc oui, hélas, il faut rincer. Mm. Ok. Alors on a du succès avec les questions, hein. Peut-on utiliser le lave-vaisselle pour les jouets? Faut-il privilégier des désinfectants compatibles au contact alimentaire une fois par semaine? Est-ce que c'est bon? Là, ça me paraît un peu compliqué. Tout ça, je pense que Il y a plusieurs questions là, non? Oui. c'est vraiment doué. On va essayer de répondre vraiment sur la question du lave-vaisselle pour les jouets. Alors, le lave-vaisselle pour les jouets, ça marche pour le virus, puisqu'on atteint des températures assez élevées et du coup, voilà, en théorie, tout ce qui sort du lave-vaisselle est OK. Maintenant, il faut aussi faire attention à ce qu'on met pour d'autres raisons dans le lave-vaisselle, parce qu'il y a certains plastiques qui sont pas compatibles avec, enfin, il y a quand vous avez des jouets qui deviennent mous, un jouet qui devient mou et qui se décompose, eh ben, le risque, vous connaissez, vous avez tous entendu parler des bisphénols, des phtalates, hein, des problématiques du plastique. Voilà. Après, si le plastique est dégradé, il peut aussi potentiellement émettre des substances. Donc, il faut faire attention quand même à ce que vos jouets plastiques soient suffisamment robustes pour tenir au lave-vaisselle et c'est pas toujours le cas. Donc, voilà. Moi, je suis toujours un petit peu embêtée par cette question parce que ça dépend vraiment de la nature du plastique qu'on met dans le lave-vaisselle. En plus, je crois que ça ne se voit pas toujours. Parfois, on a un plastique qui est, Ouais. comment dire, qui a été endommagé par le lave-vaisselle ou qui a commencé à être endommagé et c'est pas forcément visible. Et Non. ne nous rassurant pas, hein, pour être mesuré, on va dire, déjà sur le contact bouche. Donc, voilà. Donc, c'est D'accord? délicat. Est-ce que tous les nettoyeurs vapeur se valent? Tous les nettoyeurs vapeur se valent-ils tous? En tout cas pour le Covid. Alors, ben, difficile à dire, probablement non, parce que aujourd'hui il y a différentes efficacités. Ben, pour ceux et celles qui ont déjà travaillé en crèche, c'est vrai qu'il y a des modèles industriels qui, eux, sont normés souvent. Ouais, donc, ils ont la norme de désinfection. Enfin, il y a une norme, mais c'est encore une norme récente. Et c'est pas parce que votre appareil ne l'a pas qu'il est forcément mauvais. Vous voyez, et en fait, on a eu cette discussion avec des membres du Haut Conseil de santé publique, les gens avec qui on a bâti nos documents. Et en fait, on est parti du fait de dire que quand même il y a une grande chance pour que la vapeur la vapeur sèche là, soit très efficace. Peut-être qu'il y a certains modèles qui sont un peu moins costauds, moins puissants en termes de pression et de température. Mais on a pris le parti de se dire que globalement c'était quand même une bonne idée de l'utiliser si vous l'aviez et qu'il est probable qu'il soit efficace quand même dans la plupart des cas de figure. Donc on pourrait dire qu'il y en a des encore plus efficaces, mais dans tout, Ouais, on peut l'utiliser et c'est une bonne idée. Ça fonctionne. ouais. Alors, ah oui, j'avais vu passer celle-ci aussi. J'ai une fosse toute eau. Du coup, je dépense beaucoup en achat de bactéries, car la javel n'est pas recommandée, car elle tue aussi les bactéries.
qui font fonctionner la fosse. Quel produit serait compatible avec la fosse? Si on peut répondre, parce que des fois, on n'a peut-être pas les réponses, je ne sais pas. Alors oui, alors ça mériterait beaucoup de temps, mais on peut dire deux choses. On peut dire que déjà les produits, si la personne trouve des produits éco-certifiés, ce sont des produits qui sont beaucoup plus biodégradables que les produits industriels et que la javel. Donc ça, c'est déjà un élément de réponse. Et si on va encore plus loin, il y a des produits écologiques, mais ceux-là, ils sont un peu difficiles à trouver, qui sont dits enzymatiques, qui utilisent des enzymes, et ceux-là, ils sont compatibles avec les fosses septiques. Mais là, c'est très technique. Ça nécessite un peu de faire beaucoup de recherches sur Internet pour les trouver, ces produits-là, mais ça peut exister, ouais. Mais c'est vrai que la javel, c'est pas idéal pour les fosses septiques, hein. Ok. Donc là aussi, peut-être rechercher sur la recherche un peu plus approfondie sur Internet, comme lorsqu'on va chercher son désinfectant écolabellisé. D'accord. Alors, les enfants se passent les jouets toute la journée. Enfin, c'est la pratique quotidienne, le partage entre les petits. Ils ont donc pu se contaminer et nous avec en les touchant. Alors pourquoi est-on obligé de désinfecter tous les jours? Ouais, c'est une bonne question. Voilà, on est obligé d'essayer de mettre des. Voilà, et on suit les recommandations. Je pense que les gens du Haut Conseil de santé publique qui ont émis ces recommandations ont dû pas mal s'engueuler, hein. Je pourrais être un petit peu trivial, mais c'est pas évident de trouver le bon baromètre à la raison. Voilà, on peut partir du fait qu'on sait que maintenant les enfants se contaminent pas trop entre eux, donc on peut imaginer que c'est moins grave. Après, imaginer séparer tous les enfants, ne pas les laisser entrer en contact, les enfants en bas âge, on sait que c'est que voilà, au niveau de l'éducation, au niveau des impacts, des impacts psychologiques, ça sera compliqué. Donc moi, je suis pas une spécialiste de la pédagogie, mais voilà, on essaye voilà de mettre en œuvre les mesures barrières. Encore une fois, les mesures barrières d'adultes, le mètre de distance, le masque, les mains. Voilà, auprès des bébés, c'est compliqué évidemment, et ça pose la question de se dire mais mince alors à quoi ça sert du coup? Bon, c'est ce que le conseil a décidé, donc Absolument. on va s'y plier aujourd'hui. Peut-être on aura tort dans le temps. Voilà, nous, on est là plus pour vous dire, on se plie à ça, mais il y a des solutions pour quand même éviter d'intoxiquer les bébés en mettant en œuvre ce qu'on est en train de se raconter aujourd'hui, même si au fond de nous, bien sûr, qu'on aimerait vous dire utilisez moins de produits. Mais aujourd'hui, on a des experts qui ont statué. On se tient à ce langage dans une première étape, en espérant que ça devienne plus cool dans quelques temps. Absolument. Alors, faut-il plus passer le balai ou l'aspirateur? J'ai pas forcément. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il faut plus le passer? Je sais pas très bien. Faut-il plus passer le balai ou l'aspirateur? Le balai, c'est jamais génial parce que ça a une capacité, vous savez, à Mais en redisperser, suspension. mettre en suspension des particules. Donc, si sur les particules de poussière, il y avait du virus, on le remet dans l'air. L'idéal, c'est l'aspirateur. Alors, il y a des filtres spéciaux qui s'appellent les filtres EPA qu'on peut mettre, pas sur tous les modèles d'aspirateurs, mais sur certains quand même. Il y en a de plus en Donc plus. ça, c'est HEPA. EPA. Et du coup, ces filtres, ils sont tellement fins qu'ils empêchent la poussière de revenir dans l'air. Donc, ça serait l'idéal. Ensuite, la deuxième étape, ce serait quand même, quoi qu'il en soit, l'aspi. Et le balai, c'est un peu moins bien parce que ça met encore plus la poussière dans l'air. Voilà. Et puis pour le filtre HEPA, à vérifier qu'il est changé suffisamment régulièrement parce que c'est pas forcément ce que l'on pratique. Ouais. Allez, je crois que j'en ai une dernière là. Je passe serpillière 3 fois par jour. Est-ce que c'est nécessaire? Alors, ce qu'on va chercher dans un domicile, c'est une propreté visuelle. Ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit propre parce que c'est mieux. Enfin, on va pas faut pas qu'il y ait de la poussière. La poussière, ça véhicule des saletés, même des bactéries, même des virus. Donc, si sa maison est propre, elle a pas visuellement, elle n'est pas obligée de le faire 3 fois par jour. Après, ce que demande le gouvernement aujourd'hui, c'est une désinfection quotidienne plutôt le soir, mais finalement, c'est d'abord se poser la question de la propreté visuelle de son domicile, de ses tables, de ses sols, qui va nécessiter ou pas le passage de la serpillière. Mais voilà, j'ai une propreté visuelle et le soir, si je peux, je complète avec une désinfection dans cette période un peu particulière. Ok. Merci beaucoup, Anne. Je crois qu'on aura bien compris. Merci à vous. Merci à toi. À la fois de choix des produits, cette aération à bien garder, conserver, renforcer, et puis ce rinçage sur lequel on a eu beaucoup de questions. Donc, tous ces éléments étaient particulièrement clairs. La conférence touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura été utile et que nous aurons répondu à la majorité de vos questions. Juste encore quelques éléments. S'agissant des questions qui n'auraient pas été traitées,
Nous les avons toutes prises en note et nous y répondrons dans la mesure de nos compétences sur le site de la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Ça va nous demander quand même quelques jours, hein, donc va falloir un petit peu de patience. Nos apports viennent en complément des consignes ministérielles et de celles qui vous auraient été transmises par votre service départemental de PMI, on l'a dit déjà à différents moments. Il est important de rappeler que cette action, en lien avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine, s'inscrit dans une démarche de santé environnementale, une approche évolutive qui propose d'améliorer l'environnement quotidien par une réflexion sur nos pratiques, les compositions des produits, les quantités utilisées, ainsi que leur fréquence. Vous avez dans l'onglet Converser. Alors ça, je ne sais pas si tout le monde l'a bien repéré. En bas, vous avez une petite bulle, il y a marqué Converser. Là, dans l'onglet Converser, si ce n'est pas fait là pour l'instant, je n'ai pas vérifié, mes collègues en tout cas vont vous mettre un questionnaire rapide en ligne qui va vous prendre 3 minutes à compléter. Je vois que vous êtes encore 338 personnes connectées. Ça va vraiment nous permettre de mieux évaluer l'intérêt de cette intervention et vos besoins avec nos partenaires, éventuellement de refaire des actions comme celle-ci qu'on a senti particulièrement pertinente vu l'engouement et la quantité de demandes d'inscription. Je tiens encore à remercier Anne Lafourcade, donc ingénieure conseil en santé environnementale, pour la qualité et la clarté de son intervention, ainsi que l'ARS pour sa confiance et son soutien financier. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui nous ont aidés au bon déroulement de ce webinaire. Adeline et Ophélie qui ont trié les questions, Cynthia, notre collègue, qui a fait toute la partie technique. Vous retrouverez bientôt le contenu de cette intervention sur le site Mutualité française Nouvelle-Aquitaine et vous recevrez automatiquement demain par mail les liens vers les documents que nous avons présentés aujourd'hui. Si vous souhaitez approfondir la thématique, néanmoins, je vous rappelle que nous organisons des ateliers. Vous pouvez vous rapprocher de votre relais d'assistante maternelle, par exemple, qui pourra nous contacter. Nous serons heureux de vous retrouver dans vos départements aussi cet automne et avec humour, avec une autre proposition, une proposition là qui est un théâtre débat qui s'appelle Les Parenthèses et qui s'adresse aux assistantes maternelles sur la question de la santé environnementale et des questionnements des parents. Voilà, on va rester ouvert encore quelques instants, mais plutôt muet. Vous pourrez continuer à chercher le sondage. Donc, merci encore à toutes et à tous. Bon remplissage des évaluations. À bientôt et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.